On constitue une sorte d'équipe. Il y a 6 comédiens qui racontent cette histoire. J'ai eu l'idée de ce qu'on pourrait faire entre des scènes historiques et des personnages qui déambulent dans les rues de la vieille ville. Et alors, je me disais, mon Dieu, mais si ça vole trop haut dans ces scènes historiques, il faut absolument qu'on fasse des répits, qu'on fasse respirer le propos théologique, sinon ça va être chiant, ça va imaginer que ça n'intéresse que des protestants qui ont réfléchi 5 ans sur la double prédestination, les autres vont s'emmerder. Dans l'inconscient collectif, Calvin, moi le premier, hein, avant que je me penche un peu sur ce qu'il écrivait, pour moi c'était le grand castrateur Rome en point barre. Après il a fallu choisir les comédiens, mais j'ai pensé de toute façon Vincent que tu ferais le Calvin, ça m'est venu tout d'un coup, c'était assez clair. C'est très important que j'engage des gens dont je connaisse un peu la nature, la psychologie, parce que disons, s'il faut faire Calvin avec des chieurs, ça va quoi. Autant que ce soit plaisant. Hein. Alors, mesdames et messieurs, voici où commence Calvin un itinéraire. Donc, à un moment donné, Nicole, tu dévoiles la scénographie de Christophe Kiss. Et tout le monde de s'exclamer. Oh! Le public, par les accusations de l'Inquisition, est presque... On lui donne à jouer un rôle. C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il est traité de protestant, le public. Il est traité de lecteur de Bible. Vous avez le public estival qui est accueilli par cette dame et cette dame. Comme il se doit, comme on avait vu, tu te souviens comme elles avaient présenté Gressley, Doctor S. Divinity, machin. Donc il y aura toutes ces formules prestigieuses pour cette grande intellectuelle protestante. En gros, tu fais semblant de tout savoir. D'ailleurs, c'est un peu votre manière de faire. Vous êtes tous des dottores de la commedia dell'arte cette semaine. Vous faites tous semblant de connaître tout sur la Réforme. Qui était Jean Calvin? On imagine cet homme austère, vêtu de noir, qui font la foule en disant « On ne danse pas, on ne chante pas ». On imagine un tyran masochiste à la sauce genevoise, un rabat-joie sans humour. Ouais. Les gens qui attaquent Calvin, à raison d'ailleurs, vont l'attaquer sur le fait qu'il a accepté de brûler un type, alors que Castillon, dans son libelle, lui dit « Mais brûler un hérétique, c'est quand même brûler un homme ». Alors pour nous, ça paraît évident, on se dit, bon, c'est Victor Hugo. Mais au XVIe siècle, c'est modernissime. Ce qu'a fait Calvin, c'est l'échec éternel des utopies. On découvre Calvin figé dans son cadre, vous l'avez vu là, ici. Calvin sera là, immobile. C'est la scène la plus... C'est le nœud, c'est vraiment là où il y a le plus de théâtralité, d'émotion. Ça te crève le cœur, mais c'est l'histoire Servette. C'est la classe de la part des protestants d'aborder des sujets pareils. Hein? On ne peut pas dire qu'ils sont des intégristes. Il y a un peu ça, mais toi, ça te chiffonne un peu. Tu peux dire que tu en as discuté avec l'auteur, que tu connais, hein? Mais c'est elle qui a insisté pour aborder des sujets qui ne sont pas absolument valorisants pour Calvin. On se déplace au dernier lieu, la période 5. On rentrera dans cet auditoire Calvin, c'est vraiment là qu'il travaillait. Hein? Il en faisait 3 par semaine, des sermons. Et il comprend dans le sermon qu'il y a une marge pour le plaisir, quand même. Mais c'est dans sa bouche, c'est pas du tout ce qu'on attend. Et le protestant, par définition, il a ce côté, c'est à la fois ce qu'il disait, sa qualité, son défaut, c'est qu'il est autocritique. Tout le temps. J'ai vu aucun protestant qui pense qu'il a bien fait de brûler Servet. Je pense qu'ils viendront voir plutôt Genève en flammes que notre petit spectacle d'arrière-été. Fallait voir, la conférence de presse, c'était assez comique. T'avais tout le Golgotha. Et puis à un moment donné, j'ai dû quand même me lever, mais tu sentais que le spectacle qu'il y a juste après, c'est un peu le fils bâtard que Calvin aurait fait avec une catholique, tu sais. Genre le petit truc à 2 balles. Tu comprends que ce Jean Calvin, c'est une sommité. Il arrive à Strasbourg, on lui confie des tâches. Farel le voit, il lui dit, faut que tu restes ici, c'est Dieu. Je sais pas ce qu'il a, il devait avoir une aura, un truc, non mais il a une pauvre... Hein? Il a une force intellectuelle. Pourquoi? C'est bien, c'est bien. Je parle de ton personnage. Ouais, justement. Hein. Alors, on va écouter la première scène, si vous le voulez bien. Sur qui vas-tu porter ton dévolu cette fois? Un autre traité de Sénèque? Saint-Augustin? Cicéron? Mieux que ça. Quoi donc? La Bible. La Bible, toi? Eh oui. Pourquoi pas? Non, mais tu sais, c'est pas mal qu'il soit gay. Bah oui, bien sûr. Why not? Les traductions latines, les versions, le grec, ils adorent tout ça.
Non, mais ils adorent. Et tout d'un coup, lui, il a trouvé mieux. C'est comme s'il a trouvé un bout de shit encore meilleur. C'est pas ça, je dis. Ça, c'est mieux. Mais c'est-à-dire que, non, mais si on veut mettre en valeur tout d'un coup une conviction, elle sera bien, on sera entendu si elle sort d'une gaieté légère que représentait leur amitié humaniste. Et tout d'un coup, lui, il va plus loin. Ce livre-là contient la parole de Dieu, la parole divine entre mes mains, directe, sans détour. C'est la version de Lefebvre. Oui. Il a fait du bon travail. Ouais, il a fait du bon travail, c'est totalement ironique, hein, Vincent. Il dit, ouais, il est pas mal, ce petit branleur, il a pas mal traduit, mais ça veut dire, moi, je vais te traduire cette Bible, ça sera autre chose. C'est comme ça qu'il va créer le français moderne, semble-t-il. Calvin, donc, lui, se propose de traduire des textes originaux. Mais il ne le fera pas, finalement, Calvin. C'est un de ses amis qui va le faire. Mais on peut imaginer qu'à cet âge-là... Calvin va pas traduire la Bible? Non, il a jamais traduit la Bible. On pourrait se rapprocher encore davantage de l'original en allant traduire les textes hébraïques et grecs. Ouais, quand tu dis, ouais, il a fait du bon travail, je pense que tu repars là-bas. Okay. Tu commences à rentrer, tu plaisantes un peu avec lui. Tu dis, mais arrête, tu vas pas quand même dire qu'il a mal traduit ou quoi? Mais tu dis, mais je te connais, il est tellement présent orgueilleux. Bon, on peut pas tellement parler de lui, de son ego, parce qu'il a... J'ai le sentiment qu'il a toujours subordonné sa personne à sa foi, à ce Dieu. Calvin! Plus fragile la voix encore. Plus tu montes, plus c'est haut. Calvin. Super, David, t'es perdu. Calvin! Non! Je vous en prie, j'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Mais c'est super, quand vous êtes en surplomb, il parle à son passé, à l'idéal, et lui, il parle en bas, à la réalité. C'est une image très riche. Qui sommes-nous pour devancer le jugement de Dieu? Je ne remplace pas le jugement de Dieu. Je protège la communauté dont j'ai la charge. Genève, c'est... Alors là, quand tu fais la profession de foi, Genève, ça va être la ville, l'utopie et tout. Ça, c'est sublimissime. Alors, à ce moment-là... Non, mais ça, c'est sublimissime. Donc, non, mais franchement, c'est le sommet. Bon, alors t'es là-dedans. Tu prends la pose du grand homme. Il n'y a même pas une tâche dans le tableau. Genève, ce sera ça. Mais à ce moment-là, je dirais même, à ce moment-là, quand il dit ça, il faudrait enlever les lumières. Tout, sauf toi. Genève peut devenir un exemple pour toute la chrétienté. Faire avancer la cause du Christ comme jamais encore. Construire une église, enfin délivrée de toute superstition. Débarrassée d'un clergé corrompu. Une église qui ouvre la Bible pour chacun. Accord majeur, le grand homme. L'utopie. Mais c'est un grand temps politique, c'est même pas une utopie, c'est ça, la Genève, ça va être ça. Et où sera le bien? Quand tout ce que nous tentons de construire ici sera détruit par nos ennemis? Qui, profitant de notre faiblesse, reprendront possession de la ville. C'est quand tu sors naturalisme, voilà. Quand tu fais, ouais, mais vous croyez pas, à ce moment-là, t'es imbattable. C'est ça que t'as découvert il y a 2 soirs. Quand t'es sorti là, comme une marionnette, tu fais, ouais, mais tu sais, on dirait que t'es un Italien qui parle à une nana au 3e. Mais après, il est mort, lui. Parce que quand tu fais ça, lui, il est là dans sa statue du commandeur, comme un ayatollah. C'est pour ça qu'il joue juste d'ailleurs. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'on a renversé le truc. Parce que moi, je pensais qu'il était idéalement, au niveau philosophique, il est imbattable. Alors que dans la scène, c'est toi qui gagne. Je suis pas convaincu encore, même. On fait pas du manichéisme, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas noir en bas, blanc en bas. C'est, il y a la vie, la politique en bas, et il y a les idéaux en dessous. C'est un peu ça, si tu veux. En gros, hein. Ben non, je veux pas. Je branche la lumière. Et vous voyez 2 tableaux du XVIe siècle magnifiquement peints par un peintre italien. Tu m'as fait peur. Pourquoi? J'aime bien te regarder travailler. Tu es si habile. C'est fou. Quand nous nous sommes mariés, je n'aurais pas pensé... Que nous serions si bien ensemble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils passent sur l'extérieur, voilà, ils viennent, et quand ils arrivent là, ils se voient les deux. Ouais, ça va être trop mignon. Non, c'est super, je vous adore quand vous regardez comme ça, là, vous regardez là. C'est trop marrant. La ponctualité catrinienne nous appelle. Nous sommes à Paris en 1734. Ah oui, tiens! Que comptes-tu écrire? Ne t'en fais pas.
Je te soumettrai mes textes avant de les donner à imprimer. Parce que tu as des idées en tête? Oui, cela se pourrait. Mais tu sais que certains sujets sont dangereux. Où cela va-t-il te mener? Aucune idée. Tu me connais. Je ne rêve que d'études et de lecture. Mais... oh